Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Comment vaincre le paludisme au Mali? Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce mercredi 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, et ses partenaires œuvrent pour vaincre cette maladie qui est la plus meurtrière au Mali. Quels sont les enjeux de cette lutte au Mali? Où en sommes-nous avec le vaccin expérimental contre le paludisme au Mali? La tradithérapie peut-elle être une alternative dans cette lutte? Alors pour répondre à ces questions, nous avons invité sur ce plateau le docteur Pascal Dambélé. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Pascal Dambélé est chargé de la surveillance du paludisme au Programme national de lutte contre le paludisme PNLP. Docteur Issoufa Maïga, quant à lui, il est secrétaire général adjoint du syndicat de la santé. Il sera au téléphone avec nous. Le docteur Ishaka Kamara est présent ici sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Lui, il est sociologue. Il sera là en tant qu'analyste. Docteur Ishaka Kamara est maître assistant à la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. Alors, le docteur Ousmane Yéa Touré n'est pas encore arrivé. Il prendra sûrement le train en marche. Lui, il est médecin généraliste au CHU Gabriel Touré. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. Alors, docteur Pascal Dambélé, en quoi le paludisme est-il appelé un problème de santé publique? Bonsoir. Je me nomme Pascal Dambélé, comme vous venez de le dire. Je suis assistant médical en santé publique. Je travaille à la direction du programme national de lutte contre le paludisme, chargé de la surveillance épidémiologique du paludisme. Alors, en quoi le paludisme est un problème de santé publique au Mali? Oui, le paludisme est un problème de santé publique quand nous regardons les statistiques de nos structures sanitaires. Donc, tout laisse à croire que vraiment c'est la maladie qui est la première cause de consultation et aussi la première cause aussi de létalité, des décès. Donc, vraiment dans nos structures sanitaires. Donc, il y a la morbidité, c'est-à-dire la mortalité, et le coût aussi qu'engendre vraiment le coût économique, les répercussions socio-économiques que cette maladie vraiment engendre. Donc, la somme de l'ensemble vraiment de ces trois facteurs, donc à travers cela, nous pouvons dire que c'est réellement un problème de santé publique. Mais, docteur Pascal, est-ce que vous pouvez nous donner que représente la lutte contre le paludisme par rapport aux autres maladies considérées comme des problèmes de santé publique au Mali? Oui, bon, quand nous prenons par exemple en 2017, les formations sanitaires ont enregistré plus de 2 millions, je dirais 2 millions 97 797 cas de paludisme. Et parmi les 2 millions, il y a plus de 600 000 cas qui étaient des cas graves. Il y a plus de 1050 décès. Et comparativement à l'année passée, en 2016, nous pouvons dire que ce taux est vraiment en régression. Mais nous, en essayant de le comparer avec les autres maladies qui sont sous surveillance aussi, et comme la rougeole, comme la méningite, nous voyons que voilà, le paludisme, l'impact du paludisme est très énorme par rapport à toutes ces pathologies qui sont sous surveillance.
Voilà. Alors, docteur Ishaka Kamara, le paludisme, problème de santé publique au Mali, qu'en dites-vous? Permettez-moi d'abord de vous remercier, M. Sidibé, pour m'avoir invité sur ce plateau. Permettez-moi également de remercier nos chers auditeurs. Et effectivement, comme le docteur Dambélé le disait, le paludisme fait partie des maladies les plus anciennes. Mais ça fait partie également des maladies, en tout cas, qui tuent le plus en Afrique, surtout encore au Mali. Et c'est vrai que le docteur Dambélé avait évoqué le coût économique que cette maladie engendre. Mais au-delà même du coût économique, on pourrait même également parler de l'absentéisme au travail et même de l'absentéisme au niveau de l'école, puisque moi, en tant qu'enseignant, nous sommes fréquemment confrontés à des absences des étudiants et qui tombent souvent malades effectivement de paludisme. Le docteur Dambélé l'avait dit. C'est vrai que souvent au Mali, il y a des sensibilisations en la matière. Mais je pense qu'on peut faire mieux encore. Parce qu'aujourd'hui, les Maliens craignent plus le sida, croyant que c'est cette maladie qui est la plus dangereuse. Or, les gens oublient que le palu tue plus actuellement au Mali que le sida, et même en Afrique. Voilà. Okay. Mais sur un plan purement sociologique, une comparaison entre le paludisme et les autres maladies considérées ici comme des problèmes de santé publique. Oui, c'est vrai, et qu'effectivement, par rapport aux autres maladies, le docteur Dambélé était parlé de la méningite, de la rougeole, etc., etc. Je pense que concernant ces deux maladies que je viens d'évoquer, à un certain moment, nos autorités ont su déployer de gros moyens. Et je pourrais même dire que ces maladies sont aujourd'hui plus sous contrôle, contrairement au paludisme, qui continue toujours de faire des ravages. Parce que contrairement à ce que l'on nous montre souvent à la télé, ou contrairement souvent à ce qui se dit dans les salons, le paludisme continue toujours de tuer. Et moi, j'ai dit que la défaillance réside en quoi? C'est souvent même les publicités qui vont dans le sens à sensibiliser. Au fait, souvent, dans ces publicités-là, pour sensibiliser sur le paludisme, ce sont de très célèbres humoristes maliens, voilà, qui sortent à la télé. Et au lieu que les gens comprennent tout l'enjeu, l'ampleur, la gravité de la situation, ben, c'est l'aspect humoriste de la chose qui tique tout de suite le téléspectateur. Souvent, le message véhiculé en bas, je pense que ce message-là n'est pas capté comme ça se doit. Ok. Alors, docteur Pascal, on voit qu'avec le changement climatique, les zones où le palu sévit le plus, comme le Mali, deviennent des zones de plus en plus sèches. Alors, comment vous pouvez expliquer ce paradoxe-là? Quelle est la cause même du paludisme? Voilà. Merci beaucoup, M. Sidibé. Le paludisme est essentiellement dû à un vecteur qu'on appelle l'anophèle femelle. L'anophèle femelle, donc il faut, pour qu'on puisse parler de paludisme, il faut l'homme, il faut ce vecteur-là et il faut les parasites. Et si certaines conditions aussi sont réunies, telles que le climat, vous venez de le dire, et l'ensemble d'un certain nombre de facteurs climatiques peuvent concourir effectivement à une augmentation ou à une diminution donc, de cas de paludisme. Donc, par exemple, quand nous prenons la pluviométrie, et les données donc, de la météorologie sont assez importantes parce que ça nous permet de savoir au moins comment est-ce que nous devrons quand même nous préparer pour faire face vraiment donc, au cas de palu. Parce que le paludisme, vraiment, il est saisonnier. Vraiment, le palu est saisonnier donc, au Mali ici. Comme on le dit, c'est surtout pendant la période de haute transmission où on enregistre vraiment une augmentation vraiment du nombre de cas. Mais est-ce que ce n'est pas un paradoxe qu'on soit des pays quand même de plus en plus secs
mais des pays où pratiquement le paludisme est devenu endémique. Oui, effectivement. Donc, il y a... quand nous prenons le Mali, il y a des zones où la transmission est stable et il y a des zones où la transmission vraiment est instable. Donc, quand je prends par exemple l'exemple des régions du Nord, et les régions du Nord sont considérées comme des régions à risque d'épidémie parce que vu la pluviométrie, donc il ne pleut pas donc abondamment comme à Sikasso. Et puis il y a certaines aussi zones donc de Koulikoro telles que Nara et certaines zones de Caille aussi. Donc ce qui peut nous faire vraiment dire que effectivement donc c'est pas un paradoxe mais c'est voilà la complexité même du palu. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, docteur Ishaka. Bon, en tout cas, il a parlé d'anophèles. De façon pratique, il s'agit des moustiques, des moustiques femelles. Or, nous savons dans notre société, les moustiques, c'est généralement les zones humides. Mais comment vous pouvez expliquer ça sur un plan sociologique? Des zones quand même de plus en plus sèches, mais où le palu quand même est pratiquement présent de façon endémique. Je pense que ça a trait avec le comportement des gens. Et si nous prenons par exemple une ville urbaine telle que Bamako, ce n'est pas rare souvent de voir que les conduites d'eau souvent sont bouchées. Et il arrive même que souvent nos sœurs, nos mamans, après la lessive à la maison, elles sortent comme ça là pour verser de l'eau. En tout cas, dans les ruelles. Ben, dans ce cas-là, ce n'est pas du tout étonnant qu'on fasse par la même occasion des nids de moustiques. Et voilà souvent, je pense qu'en la matière, on ne met pas souvent l'accent qu'il faut là-dessus. On pense simplement il suffit simplement de dire que c'est l'anophèle qui est à la base, mais on ne change pas le comportement quotidien des gens. Et moi, je pense que la lutte désormais contre ce fléau-là doit passer par la sensibilisation, dans le sens même à changer le comportement des gens, le quotidien des gens. Et là, ça veut dire qu'il faut déboucher les canalisations, il faut éduquer les gens à ne plus verser les eaux usées dans les ruelles, et il faut également éduquer les gens dans le sens à éviter de laisser les tas d'ordures dans les déventures. Et vous savez, les Maliens, nous sommes des fans de grains. Et souvent, quand nous sommes assis dans le grain souvent a eu lieu à cause des fossés. Et tout le monde sait ce qui s'y passe. Et ça ne nous interpelle pas souvent. Dans ces conditions, ce n'est pas du tout étonnant que nous continuions en tout cas à tomber malades de paludisme et même à en mourir. Très bien. D'accord. Donc, nous enregistrons l'entrée du docteur Ousmane Yaya Touré dans ce studio. Je lui souhaite la bienvenue. Il est médecin généraliste au CHU Gabriel Touré. Et on nous signale également la présence du docteur Issoufa Maïga au téléphone. Alors, docteur Maïga, le palu en tant que problème de santé publique, alors que représente-t-il par rapport aux autres maladies considérées comme des problèmes de santé publique? Alors, je vais rectifier d'abord, je ne suis pas docteur, je suis agent socio-sanitaire. Je suis le secrétaire général du syndicat national de la santé et de l'action sociale. Ok. Par rapport au paludisme, c'est une maladie qui est due à la piqûre de moustique. Et c'est une des maladies les plus, en tout cas, qu'on consulte le plus. Quand vous regardez les consultations, vous trouverez que sur 10 malades, au moins 6 malades consultent pour des problèmes de paludisme. Et ce problème, c'est dû au fait, c'est vrai, ça a changé. On ne connaissait le paludisme dans ce pays que pendant l'hivernage, comme certains de mes collègues l'ont dit. Mais aujourd'hui, le paludisme est un peu partout au Mali. Si vous prenez le cas de Bamako, dans tous les quartiers de Bamako, vous retrouvez le cas de paludisme. Et ça, c'est dû au comportement. C'est dû au manque d'assainissement de nos villes, de nos campagnes. Quand nous entretenons des gîtes qui permettent aux moustiques de se développer, c'est sûr et certain qu'en ce moment, nous allons avoir un taux de morbidité très élevé du paludisme. Voilà un peu ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le paludisme un peu partout. Ok. Alors... Allô? Oui, allez-y. Malgré les efforts qui ont été fournis
Parce que quand on regarde, on a sensibilisé les gens. Je me rappelle, dans les années 80, on faisait la chloroquination des femmes enceintes et puis des enfants de 0 à 5 ans. Après ça, il y a même eu une politique qui dit que pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes, il faut prendre les familles en charge. Après, il y a eu la sensibilisation des moustiquaires, imprégnés, tout ça là. Tout ça, ça n'a pas permis de faire chuter la courbe. Parce que là encore, on n'a pas agi sur nos comportements. Je viens de dire, c'est un problème de comportement. Voilà un peu pour le début ce que j'ai dit. Ok. Oui? Alors, oui. Docteur, merci beaucoup Issoufa Maïga. Alors, docteur Ousmane Yéya Touré, le palu en tant que problème de santé publique, qu'avez-vous à dire par rapport aux autres maladies considérées comme des maladies des problèmes de santé publique au Mali? Parce que vous êtes praticien, vous avez quand même la main dans la pâte. Exactement. Bon, je salue tout le monde. Et par rapport à ça, au niveau du CHI Gabriel Touré, lors de nos consultations qu'on a eu à faire là-bas en médecine générale, je peux dire 80% de nos patients posent ce problème du palier, qui est un problème de santé publique aujourd'hui. Même si je consulte 10 malades, la plupart de ces malades présentent le même problème du palier. Il peut y avoir du palier qui les fatigue beaucoup, il peut y avoir d'autres maladies associées. En général, c'est le palier qui domine tout. Voilà, donc vraiment, mais par rapport à ça, ce que je peux dire, je rejoins le docteur CBB par rapport à ça, ce qu'il a dit, voilà, c'est dit vraiment le comportement du citoyen malien. Voilà, donc il a dit beaucoup de choses, je rejoins ce qu'il a dit. Ok, merci. Oui. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau avec notre thème « Comment vaincre le paludisme au Mali » avec le docteur Pascal Dambélé. Il est chargé de programme au programme national, il est chargé de surveillance du paludisme au programme national de lutte contre le paludisme. Issoufa Maïga est secrétaire général adjoint du syndicat de la santé. Il est au téléphone. Le docteur Ishaka Kamara, lui, il est sociologue à la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. Et le docteur Ousmane Yéya Touré, médecin. Alors, on dit que le paludisme tue plus que le sida. N'est-ce pas un paradoxe que la lutte contre le paludisme mobilise moins de ressources que celle du sida, docteur Ishaka Kamara? Effectivement, vous avez touché le problème du doigt. Et c'est pourquoi j'étais en train de dire que malgré tout ce qu'on nous montre à la télé, malgré les discours flatteurs et tout ça, que les gens n'ont pas encore conscience de la gravité de ce problème-là. Parce que je suis touché qu'effectivement, qu'il y ait moins de budget, moins en tout cas d'argent investi à combattre le paludisme, contrairement à d'autres maladies, voilà, qui ne tuent pas autant pourtant que le paludisme. C'est là où souvent même le citoyen lambda, on s'interroge sur en tout cas la volonté réelle politique de combattre. Mais est-ce que selon vous, le Malien a les moyens quand même de pouvoir lutter contre cette maladie? Oui, parce qu'on a dit que on a parlé tantôt du mode de transmission même voilà, de cette maladie-là. Et on a dit qu'en grande partie, c'est le comportement. Et là, souvent même, au niveau de ce comportement-là, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Ce sont des pratiques simplement que nous devons changer. Parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'hygiène souvent ne demande pas autant d'argent que ça. Ce sont simplement de simples gestes et qu'il faut en tout cas respecter quotidiennement. Mais malheureusement, souvent, comme je l'ai dit, ben, on n'a pas toujours conscience de cela. Et ça va de soi que voilà, on continue toujours de tomber malade de paludisme. Ok. Docteur Ousmane Yéya Touré, le palud tue plus que le sida. Pourtant, il mobilise la lutte contre le paludisme mobilise moins de ressources que celle contre le sida. N'est-ce pas un paradoxe? Bon, vraiment un paradoxe. Quant à moi, il faut plutôt investir pour combattre le palud que le sida. Je dis bien. Parce que le sida, c'est une maladie, la transmission, c'est connu déjà. Le paludisme, la transmission et le mode de contamination est connu déjà. Donc, comme M. Ishak l'a dit tout de suite, c'est très facile. Que ce soit riche, que tu sois pauvre, c'est la même chose pour lutter contre le palud. Ce n'est même pas difficile.
J'ai à dire ça à tous mes malades. Chaque fois, je répète. Je n'ai pas toute la journée à le répéter. Tout simplement, acheter un moustiquaire à 2000 francs, moins de 2000 francs CFA. Tu vois, on achète partout dans tous les marchés. On va en venir à ça justement dans la lutte, dans le programme de lutte contre le paludisme. Voilà. On a vu qu'il y a des moustiquaires qui sont distribués au Mali. On écrit là-dessus interdit de vendre. Et pourtant, les Maliens, on les vend au vu au su de tout le monde. Voilà. Donc, qu'en dites-vous? Voilà. Si tel, bon, même s'il est malade, il y a beaucoup, même pas ça, ceux qui ont même le moyen d'acheter ou ceux qui on les donne gratuitement. Tu vois, il y a certains qui ont ça chez eux, mais ils n'utilisent pas. Je leur demande pourquoi vous ne les utilisez pas. Certains me répondent même, bon, je n'utilise pas parce que quand je me couche à l'intérieur, j'étouffe, ou bien je ne veux même pas ça. Je dis, là, il faut arrêter. Moi, en tant que médecin, moi, je dors sous le moustiquaire imprégné. Depuis 2005, moi, je n'ai pas fait le pali. Depuis 2005, ça fait 13 ans aujourd'hui. 13 ans. Alors, Issoufa Maïga, est-ce que vous pensez que le Malien a les moyens de lutter contre le paludisme? Bien sûr, non. Je vous ai dit déjà, le Mali a bien les moyens de lutter contre le paludisme. Les gens en cause du paludisme sont connus, les moyens de traitement sont connus, les moyens de prévention sont connus. Il faut qu'on insiste sur les moyens de prévention. Si chacun de nous prend les moyens nécessaires de prévenir le suicide, il n'y aura pas de cas de paludisme. Ce n'est pas impossible, c'est un problème de changement de comportement. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à la crise. Mais le traitement par les médicaments traditionnels, est-ce que ça peut être une alternative? Selon vous? Oui. On utilise des médicaments traditionnels qui ont été identifiés au niveau de l'INRSP, qui sont en vente sur le marché contre le paludisme. Alors, on peut bien utiliser ces médicaments-là qui ont été bien identifiés et vendus sur le marché. Alors, docteur Pascal Dambélé, alors où en est-on avec la lutte contre le paludisme au Mali? De façon pratique. De façon pratique, la lutte contre le paludisme, vraiment, nous enregistrons des avancées très importantes parce que vraiment l'État quand même a beaucoup contribué, a beaucoup fait par rapport à la lutte contre le paludisme. Et il y a 5 ans, sinon quand nous faisons un recul de 5 à 10 ans, donc quand ceux-là qui ont une bonne souvenance, vous allez vous rendre compte que auparavant il y avait vraiment des cas de paludisme, des formes très graves. Il y avait beaucoup de cas, de coma, des cas d'omnibulation, mais si vous partez dans les structures sanitaires, rarement vous verrez des cas comme ça. Donc c'est pour dire que vraiment l'État a pris la situation à bras de corps et je profite vraiment de ce micro pour encore remercier les plus hautes autorités par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire. Et je suis, comme je viens de le dire, je suis du programme PALU. Et quand nous essayons de voir par rapport au traitement même, et voilà, donc maintenant, avec la confirmation systématique, n'est-ce pas, donc des cas de PALU, et si vous vous rendez vraiment même dans les CESCOM qui sont très très lointains, donc jusqu'au niveau site ASC, vous trouverez des TDR, un moyen de diagnostic fiable quand même pour poser le diagnostic du paludisme. C'est gratuit et c'est très important parce qu'actuellement on ne doit plus, c'est pour dire qu'on ne doit plus quand même se fier sur des signes pour traiter le paludisme. Ça, c'est vraiment grâce à l'État et ses partenaires. Mais en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de dilapider les moyens de l'État? Dans la pratique, ça existe? Non, on n'est pas en train de dilapider parce que pour traiter une maladie, il faut pouvoir poser un bon diagnostic. Et voilà, donc les TDR, les tests de diagnostic rapide, donc répondre à cette préoccupation. Vous imaginez avec on a combien de structures de santé, il fallait quand même avoir la microscopie un peu partout pour pouvoir faire la goutte épaisse, ce n'est pas évident. Donc, mais les tests de diagnostic rapide, l'État avec ses partenaires contribue très considérablement par rapport
à l'acquisition de ces TDR-là pour permettre vraiment à tous les prestataires, à tous les niveaux qu'ils soient, donc de pouvoir poser ce diagnostic-là. Oui, mais justement, on annonce dans les structures publiques le traitement la gratuité du traitement du paludisme, non seulement pour les femmes enceintes, mais les enfants de 0 à 5 ans. Mais dans la pratique, ce n'est pas palpable. Où se situe le problème? Oui, donc ça c'est un autre aspect, parce que la gratuité des TDR dont je viens de faire allusion, ce n'est pas les TDR seulement, il y a les moustiquaires imprégnés. Oui. Il y a les moustiquaires imprégnés, donc l'État chaque année met des millions, non je dirais même débloque à peu près 1 milliard comme ça, et pour la lutte vraiment contre le paludisme. Et ça, il y a les moustiquaires, quand nous prenons les moustiquaires imprégnés, les partenaires aussi qui aident l'État et vraiment contribuent considérablement donc, dans ces volets-là. Et il y a les campagnes universelles, parce qu'en réalité, il faut donner la chance à toute la population malienne, et qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, de pouvoir accéder aux soins. Et le programme national de lutte contre le palu ne fait pas exception à cette règle-là. Donc, si vous vous rendez dans une structure, quand même, la gratuité, vous venez de dire, il y a les CTA, donc pour les enfants de moins de 5 ans. Parce que quand nous prenons quand même le paludisme, c'est les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans qui sont vulnérables. Donc, il faut quand même couvrir cette couche-là. Et à côté aussi, il y a les CPS, la SP par exemple, et ça c'est pour les femmes enceintes. Ça c'est gratuit. Mais on ne peut pas dire qu'il faut donner tout ce qui constitue quand même comme molécule, et donner ça gratuitement aussi, donc à toute la population, parce que là, vous êtes d'accord avec moi que vraiment il y a un coût quand même très énorme. C'est pourquoi on essaie quand même de voir, donc pour couvrir ces deux couches-là, et donc les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Très bien. Voilà. Oui, allez-y rapidement. Mais je voudrais dire, monsieur Dambélé, que même souvent, vous venez de parler de deux catégories, les femmes, les enfants de moins de 5 ans. Mais c'est vrai que même souvent, ces deux catégories ne bénéficient pas non plus de ce qui est officiellement, en tout cas, dit. On sait que souvent, au niveau des dépôts, bien sûr, on ne dit pas aux gens qu'ils n'en ont pas droit. Mais on leur fait croire qu'il y a une rupture de médicaments. C'est lorsqu'ils mettent la main à la poche que magiquement le médicament apparaît. Voilà des pratiques auxquelles les citoyens sont confrontés tous les jours. Et ça les pousse même à l'automédication. Et certains même sont tellement déçus du comportement des professionnels de la santé qu'ils préfèrent garder l'enfant souvent très malade. C'est à un stade très avancé de la maladie que maintenant il se présente devant le professionnel de la santé qui malheureusement souvent n'a plus de marge de manœuvre. Voilà. Alors rapidement une réaction, docteur Pascal. Oui, bon, et par rapport à ce point, vous voyez que quand vous partez tout de suite dans un hôpital, un enfant qui fait de la fièvre, donc et le médecin, après avoir examiné l'enfant, il peut quand même demander une goutte épaisse ou bien un test de diagnostic rapide. Si le test de diagnostic rapide revenait positif, ou bien la goutte épaisse revenait positive, donc au niveau de la pharmacie, il y a un kit palu. Si c'est par exemple le palu simple, donc selon la politique nationale, ce sont les CTA qui sont recommandés. Donc le médecin, il fait la prescription, mais à côté, s'il y a une autre maladie associée, donc c'est sur la même ordonnance. Mais il y a ce déficit de communication qui peut quand même exister à tous les niveaux. Il faut qu'au niveau quand même de la pharmacie, qu'on essaie aussi donc de dire à la patiente ou bien à l'accompagnateur que ça c'est gratuit, ça n'est pas gratuit. Si on ne fait pas ça, donc là vraiment on tombe dans l'amalgame,
on a souvent tendance à croire que vraiment, au niveau de la pharmacie, ce qui est déclaré ou bien ce qui est supposé être gratuit, qu'on a vendu. Mais si le pharmacien il ne dit pas à l'accompagnateur, ça c'est le kit palu, ça c'est gratuit parce que c'est un enfant de moins de 5 ans, ou bien même c'est la femme enceinte qui a fait sa consultation prénatale, il y a le fer là-dedans, en plus il y a la sulfadoxine. Le fer n'est pas gratuit? Le fer... ça c'est gratuit aussi? Oui, donc tout ce qui est... Consultation prénatale. Kit, voilà. Donc il y a SP, ça c'est gratuit. Donc maintenant, s'il y a d'autres médicaments, je vais dire dans le sachet, il faut que l'on prenne soin de dire, bon, ça c'est gratuit. Okay. Donc comme ça, la dame, elle saura qu'en réalité, ça c'est un médicament qui est subventionné par l'État pour pouvoir quand même lutter contre le paludisme. Donc je pense que... voilà. Et... Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Retour donc sur ce plateau pour répondre à la question comment vaincre le paludisme au Mali avec le docteur Pascal Dambélé. Il est chargé de surveillance du paludisme au Programme national de lutte contre le paludisme. Issoufa Maïga est secrétaire général adjoint du syndicat de la santé. Il est au téléphone. Le docteur Ishaka Kamara est sociologue. Et docteur Ousmane Yeya Touré, lui, il est médecin praticien. Justement, docteur Ousmane Yeya Touré, vous, dans la pratique de la prévention, du diagnostic, mais aussi du traitement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de façon concrète à propos de tout ce que vient de dire le docteur Pascal Dambélé? Oui. Par rapport à la prévention, d'abord, comme on a autant dire, toujours le comportement des Maliens, voilà, que les gens apprennent à changer leur comportement. Ils comprennent, c'est pas difficile de lutter contre le palu, mais il suffit seulement que les gens comprennent comment transmettre le palu, comment avoir ça et bien se comporter. Ça, c'est dès que les gens arrivent à le comprendre, ça c'est facile. Donc on va prévenir et le Mali sera l'un des premiers pays où il y aura moins de palu. Donc ça, je peux dire. Maintenant, par rapport au traitement, comme le docteur Pascal vient de dire tout de suite, voilà, donc il y a, grâce à l'État malien, on a certains produits qui sont disponibles pour les gens, les sujets qu'il vient de dire tout de suite. Donc ça, c'est quelque chose de grand. Et en même temps, on peut y donner, le traitement, ça dépend de l'état du patient. Voilà, si c'est palu simple ou si c'est le palu grave. Voilà, donc le traitement va dépendre de cela, après avoir posé le diagnostic. Okay. Alors, Issoufa Maïga, vous, au niveau du syndicat de la santé, tout le monde a constaté au Mali, donc l'État fait des efforts du point de vue traitement du paludisme. Le docteur Pascal l'a tout à l'heure signalé, la gratuité du traitement du paludisme pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. On a vu dans le cadre de la prévention également la disponibilité des moustiquaires imprégnés. Et pourtant, on rencontre ces moustiquaires en vente en plein milieu de Bamako, même au Mali ici. Alors, vous, au niveau de la santé, qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que syndicaliste? Non, je vais vous remercier en tant que syndicaliste. Je vais dire d'abord la gratuité du paludisme pour les enfants de 5 ans et les femmes enceintes, c'est une réalité. Mais dans la pratique, c'est mal géré. C'est très mal géré, nous sommes des travailleurs. À quel niveau? C'est mal géré au niveau justement de la gestion. Je vais vous dire, quand par exemple vous partez dans la structure, le personnel nous consulte, après le remet une ordonnance, mais on va à la pharmacie avec l'ordonnance. C'est là où il faut faire la part des choses. Il faudrait gérer à part les gratuités et gérer à part ce qui a pris. Il ne doit pas avoir dans la même pharmacie, on gère les gratuités, on gère les médicaments avant. C'est là où le malade ne peut pas comprendre. Mais plutôt, à la pharmacie, il doit avoir un guichet, par exemple, pour les gratuités. Les gratuités, c'est connu, et avoir un guichet où le malade doit aller payer les compléments qui sont des médicaments en vente. Et c'est là où toute la complicité. Et encore, à cela, il faut ajouter les ruptures de stock.
On nous dit qu'on a mis 16 millions par rapport aux antipaludéens pour l'année 2017, par exemple. Et pourtant, chaque fois, vous trouverez des enfants de 0 à 5 ans qui vont à la pharmacie, on dit qu'il y a du prix de médicaments. Mais là, ce n'est pas le personnel, c'est l'État. C'est là où nous parlons de mauvaise gestion. Vous avez dit que les moustiquaires ont les prix sur le marché. Qui dispose des machines? Mais les moustiquaires, c'est au niveau des magasins. Quand vous partez à l'hôpital, vous partez dans les lieux où on hospitalise des malades, vous verrez que chaque malade a sa moustiquaire intérieure. Mais ça n'empêche que, vous voyez, on organise des grands forats, on distribue des moustiquaires. Et c'est les moustiquaires que les gens vont en revendre. Ce n'est pas les travailleurs sociaux-sanitaires qui les vendent. C'est les personnes auxquelles on a donné, j'ai vu une fois, on a dit, bon, un chef de famille a eu 10 moustiquaires, il a dit 10 enfants là. Et après, c'est les mêmes moustiquaires qu'on a revus sur le marché. Ça, c'est pas le personnel social-sanitaire. Ça veut dire que quelque part, on gère mal la distribution des moustiquaires intérieurs. C'est ça. Okay. Sinon, au niveau des centres de santé, ce n'est pas un problème. Chaque malade, quand il rentre, il a sa moustiquaire et quand il sort, il sort avec. Mais les moustiquaires gérés au niveau de la série, c'est là il y a le problème. Parce qu'on a gagné des forums, on distribue, on donne. Les mêmes là, on les a utilisés pour le corps état de santé. On les vend sur le marché. Même demain, quand vous partez sur le marché de Bordeaux, vous allez retrouver des moustiquaires intérieurs. Donc, c'est une réalité, il y a la gratuité, mais il faut revoir encore la gestion de cette gratuité des antipaludéens. Ok. Mais Issoufa Maïga, depuis février 2017, on annonçait quand même un vaccin expérimental au Mali. Et on disait d'ailleurs le niveau le plus élevé de protection jamais vu pour un vaccin contre le paludisme. Alors, que devient ce vaccin longtemps annoncé? Bon, ce vaccin annoncé, c'est dans les champs d'expérimentation dans la zone de Banagara. Nous avons une équipe au niveau de l'IAS en face, qui est dirigée par le professeur Komobara, qui est en charge de cette question. Moi, je ne saurais vous dire à quel niveau on est, mais je sais que l'expérimentation se fait au niveau dans la zone de Banagara. Oui, effectivement, on a tenté quand même d'avoir quelqu'un de cette unité quand même sur ce plateau, mais nos tentatives ont été vaines. Alors, docteur Pascal, où en est-on avec ce vaccin tant annoncé? Voilà, donc par rapport au vaccin contre le paludisme, j'avoue que les études sont toujours en cours. La recherche est toujours en cours. Hein. Je crois que le vaccin, il y a un vaccin candidat déjà, donc on peut dire 52%, donc c'est allé à 52% de protection. Donc, mais je suis sûr et certain, on ne peut pas mettre ce vaccin. On ne peut pas se dire tout de suite, bon, on va essayer de commencer à faire ce vaccin-là, utiliser ce vaccin et laisser les autres outils. Parce qu'au moins, c'est pour qu'on puisse dire, on va utiliser un vaccin, il faut au moins couvrir. Hein, il faut que le vaccin soit en mesure de couvrir au moins 80, jusqu'à, même si ce n'est pas 100%, au moins c'est 80%, au moins on peut faire la commercialisation, ou bien, mais 52%, même si vraiment demain ou après-demain, ce vaccin venait quand même, je pense que pouvait venir pour renforcer déjà les outils qui sont en place, les stratégies que nous sommes en train de mener, notamment donc les moustiquaires et puis la CPS, puis voilà. Donc sinon les études sont en cours. Voilà. Donc, mais il était mieux quand même si l'équipe donc les chercheurs, s'ils étaient avec nous, donc on pouvait être tous vraiment édifiés sur la question. Très bien. Donc c'est ce que je puisse dire. Oui, allez-y rapidement. Mais docteur Dambélé, au cas où ce vaccin échoue, qu'avez-vous en vue? Avez-vous une autre alternative? Bon, même si ce vaccin échoue, bon, vous savez que l'Organisation mondiale de la santé, bon, pour pouvoir et dire qu'on a un vaccin, donc c'est pas facile, c'est quelque chose quand même qui n'est, parce qu'il a si bien dit, ça fait quand même très longtemps qu'on parle de ce vaccin. Et c'est pas le Mali seulement, même si vous partez au Burkina, au Kenya, voilà, au Kenya, donc il y a des vaccins RTSS, donc qui ont été, ils ont fait des essais, premiers essais, donc ça prend
un peu de temps, il faut suivre Mais les gens. Pour le cas de l'équipe du professeur Ogobara Dumbo, ça a été signalé il y a pas mal d'années. Hein. Voilà. On voit que ça traîne vraiment. Ça traîne. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question de politique là-dedans? Bon, je ne saurais le dire, mais ce qui est sûr quand même, et nous, on reste confiants parce que nous avons vraiment des outils très, très performants, c'est-à-dire les moustiquaires imprégnés et sont aujourd'hui des mesures de protection contre le paludisme. Très bien. Donc, si le vaccin venait aujourd'hui, vraiment, ça ne fera que renforcer déjà les mesures qui sont en place, les différentes stratégies là qui sont en place de prévention pour pouvoir... voilà, donc le vaccin ne fera que renforcer ça. Sinon, on ne peut pas dire qu'on va laisser tout de suite et la protection pour les enfants de moins de 5 ans, on donne la CPS pendant la période de haute transmission et on fait la prévention chez la femme enceinte. On donne les moustiquaires imprégnés pendant la vaccination et des routines, et surtout sur les enfants. Et puis les femmes enceintes aussi qui font les consultations prénatales. Et on fait donc aussi les campagnes de masse, 2 personnes, une moustiquaire. Donc pour revenir encore ce que M. Mega disait, vous voyez donc si vous partez sur le marché, donc vous allez voir que vous avez dit que vous allez voir sur des moustiquaires, c'est interdit de vendre. Interdit de vendre. Oui, il y a des moustiquaires de certains pays qui se retrouvent au Mali. Oui, mais ça ne doit pas se retrouver. À partir du moment où c'est interdit de vendre, c'est interdit de vendre. Oui, c'est interdit de vendre. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pour dire encore que le changement de comportement là, ça c'est extrêmement important. Parce que si on ne change pas de comportement, et un chef de famille qui va dire, bon, j'ai 20 moustiquaires, donc le prix d'un imaginez le prix d'une moustiquaire, donc même si c'est à 1000 francs, donc 2000 francs, auparavant c'était jusqu'à 8000 ou bien 7000, mais avec la gratuité, avec la politique, les changements de politique, aujourd'hui on peut avoir très facilement des moustiquaires imprégnés. Donc ce qui fait que vraiment les gens peuvent être tentés de vendre. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment... Merci beaucoup, Pascal. Alors, docteur Ishaka Kamara, rapidement, le temps qui nous est imparti est vraiment compté. Rapidement, comment peut-on mieux lutter contre le paludisme au Mali? Oui, on a dit que c'est un phénomène beaucoup plus sociologique. Hein, exactement, exactement. C'est comme je l'avais dit tantôt, qu'il faut mettre l'accent sur la sensibilisation. Ça passe par la communication. Et j'avais envie de le dire tantôt qu'au niveau de la communication, quand même, il faut dire qu'il y a eu un échec. Parce que même quand on dit gratuité, on n'explique pas bien à la population ce qu'on entend par gratuité. Et quand un chef d'État sort à la télé pour dire que la prise en charge du paludisme pour les femmes enceintes et les enfants, que cette prise en charge est gratuite, naturellement, les citoyens lambda se rendent dans un centre de santé en espérant qu'il est carrément pris en charge. Il faudrait qu'on spécifie. Vous parlez tantôt de kits, mais la population ignore ce que c'est ce kit-là. De quoi ce kit-là est constitué? Je pense qu'il faut mettre l'accent là-dessus. Il faut éduquer les gens. Et je pense que la lutte contre le paludisme, le message important, il ne faut pas simplement tabler sur les humoristes. Parce que souvent, rien qu'à voir ces humoristes-là, on se met à rire. Au fait, le message là que ces humoristes-là portent, ce message-là nous échappe. Voilà, en tout cas pour moi, les éléments sur lesquels il faut vraiment mettre l'accent pour pouvoir vaincre, en quelque sorte, le paludisme. Oui, Ousmane Yaya Touré, comment mieux lutter contre le paludisme au Mali? Oui. Bon, je répète encore et je soutiens toujours ce que Ishaka vient de dire. La sensibilisation, c'est très, très, très important. Et quand l'État veut faire une publication maintenant ou faire comprendre la population malienne et comment se protéger et comment prévenir le palu, il suffit, les comédiens, il ne faut pas les prendre, il ne faut pas les choisir pour faire des publicités. Les gens ne vont pas considérer ça comme c'est sérieux, alors que c'est un problème de santé publique. Donc maintenant, il faut faire ça sérieusement, avec vraiment de manière modeste et complète pour que les gens puissent comprendre et enregistrer ces messages-là. Et surtout utiliser les moustiquaires imprégnés. Merci beaucoup au docteur Pascal Dambélé, chargé de surveillance du paludisme au Programme national de lutte contre le paludisme PNLP. Merci à Issoufa Maïga, secrétaire général adjoint du syndicat de la santé qui était au téléphone avec nous. Merci au docteur Ishaka Kamara, sociologue, maître assistant à la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation.
Docteur Ousmane Yéa Touré, merci. Vous êtes médecin généraliste au CHU Gabriel Touré. Nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Le débat a été réalisé par la rédaction du Studio Tamani et mise en onde par Gagny Kanté. La régie vidéo était assurée par Noundjire. Je suis Aliou Sidibé à la présentation et Mohamed Touré pour la coordination. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.